État et société en mutation au XIXe siècle, première moitié du XXe siècle. Thème d'histoire. Hommes et femmes au travail en métropole et dans les colonies françaises. Donc 19e siècle, première moitié, et 20e siècle. De la terre à l'usine. Recul de la population rurale. La population française augmente très fortement entre 1801 et 1881. 40,7 millions d'habitants en 1900, 40 millions en 1946. Dans la France de 1851, l'agriculture domine. La France de 1846 est industrielle. Le nombre des actifs, 66% de la population active vers 1900, chute régulièrement au profit des secteurs secondaires et tertiaires. En 1946, la structure économique de la population active est quasiment équilibrée. Un tiers dans le secteur primaire, un tiers dans le secteur secondaire, un tiers dans le secteur tertiaire. Donc le secteur primaire, c'est l'agriculture et les mines. Le secteur secondaire, ce sont les usines. Donc on va transformer des produits bruts en produits manufacturés. Et le secteur tertiaire sont les services comme institutrices, infirmières, coiffeurs, tout ça ce sont des services. Donc à cette époque-là, à partir du 19e siècle, les campagnes se dépeuplent peu à peu. Les ouvriers, les paysans vont devenir ouvriers. Alors au début, certains font les deux. Je vous ai raconté l'histoire des mineurs de Commentry. Au départ, ils venaient des environs, de la Selle, ils venaient à pied, ils venaient pieds nus parce que les sabots, ils les économisaient, ils s'en servaient pour travailler. Et ils travaillaient en fait. Donc ils avaient deux casquettes. Et puis peu à peu, les patrons ont fait en sorte, en construisant des maisons pour leurs ouvriers, que de les avoir sous la main. Donc ça explique l'essor des villes et de l'industrie. Le travail à domicile laisse progressivement place aux manufactures puis à l'usine. Donc avant on pouvait fabriquer par exemple de la dentelle ou faire du tissage à domicile. Il y avait des donneurs d'ordre, des patrons en fait, qui donnaient le travail, qui amenaient la matière première aux familles à la campagne pour qu'ils produisent, et après ils récupéraient les produits finis. Mais peu à peu les choses changent et donc tout le monde va aller en usine, va aller en ville. Je vous rappelle l'histoire du village d'Entraigues, là au bord du Cher, qui n'existe plus, il ne reste plus que l'église, parce qu'au 19e, tous les gens sont pas venus s'installer à Montluçon pour travailler dans les usines. Donc alors puis à l'usine qui constitue un nouveau cadre de travail au sein ou en périphérie des villes. Cette industrialisation entraîne le développement des villes qui deviennent des échanges où les professions libérales, comme les médecins par exemple, l'artisanat, les artisans comme un cordonnier par exemple, c'est un artisan, et le commerce côtoient les ouvriers souvent issus de l'exode rural. À ce phénomène s'ajoutent des migrations de populations européennes venant gonfler la main-d'œuvre française. L'urbanisation et l'industrialisation s'accompagnent d'un accroissement de la misère et des inégalités sociales. Alors, comme exemple de population européenne, entre les deux guerres, il y a des Polonais. Donc c'est pour ça qu'on trouve pas mal de noms polonais dans la région, parce qu'ils sont venus travailler dans les... Alors l'urbanisation et l'industrialisation s'accompagnent d'un accroissement de la misère et des inégalités sociales. Les patrons en profitent, ils ont une main-d'œuvre abondante et ils se privent pas de l'exploiter. Donc les ouvriers sont très très mal payés, ils font un nombre d'heures énorme et ils travaillent depuis très 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 jeunes, quoi. Bourgeoisie et prolétariat. Donc, monde socialement hiérarchisé, bourgeoisie et prolétariat. Caractérisée par la mécanisation, l'industrialisation impose une nouvelle organisation de la production industrielle à l'origine d'un système de classes, opposant la bourgeoisie, le capital, et le prolétariat, le travail. La prise du pouvoir par la bourgeoisie s'accompagne d'une domination sur la classe ouvrière.
Donc cette industrialisation, elle se fait grâce à une invention qui a été perfectionnée, c'est l'invention de la machine à vapeur. La dite machine à vapeur permet de faire avancer des trains et de faire fonctionner des usines, comme les usines qu'il y avait à Montluçon, et des trains comme ceux qu'on a fabriqués par exemple à Commentry. On a fabriqué une locomotive qui s'appelait la Commentrienne. Donc on a des usines. Ces usines appartiennent à la bourgeoisie, donc aux gens qui ont de l'argent, qui ont le capital, et ceux qui travaillent dans ces usines, qui louent leur force de travail, ce sont les ouvriers, ce sont les prolétaires. Donc ces prolétaires, je rappelle qu'ils viennent, qui sont issus d'un exode rural, qui viennent à l'origine des campagnes. Travailler dans les colonies. Dans les colonies, le travail revêt différentes formes et règles. À partir de 1848, les anciennes colonies, Guadeloupe, Réunion, fonctionnent selon des règles peu garantes des droits des nouveaux citoyens, victimes de leur ancien statut d'esclaves. En fait, quand on dit ça, ça veut dire qu'ils n'ont aucun droit et que, en fait, ils sont à peine mieux traités que lorsqu'ils étaient esclaves. Face à la diminution de la main-d'œuvre servile, la main-d'œuvre d'esclaves, les planteurs, qui sont les patrons là-bas dans les colonies, font appel à une main-d'œuvre immigrée. Les territoires africains, asiatiques et pacifiques, nouvellement conquis, jouissent de statuts différents qui favorisent l'engagisme, recrutement pratiqué de 1850 à 1930, visant à remplacer des esclaves affranchis par des travailleurs sous contrat. Enfin, des contrats pas très respectueux des droits des travailleurs. Et le travail forcé à partir des années 1880. Peu de différence entre avant et après 1848. Aux anciens maîtres se substituent des patrons peu respectueux des conditions de travail et de vie des nouveaux hommes libres qui gagnent peu dans les plantations, les mines ou les rizières. Donc je te rappelle le travail qu'on a fait en classe où on a vu que pour la construction, c'est Albert Londres qui raconte ça, pour la construction d'une voie de chemin de fer en Afrique, on a engagé 9000 personnes qu'on a fait travailler avec très peu d'outils en fait. Et à la fin au bout d'un certain temps, il restait 1700 personnes, 1700 hommes qui avaient survécu aux conditions affreuses. Travailler dans les colonies. Dans les colonies, le travail revêt différentes formes et règles. À partir de 1848, les anciennes colonies, Guadeloupe, Réunion, fonctionnent selon des règles peu garantes des droits des nouveaux citoyens,
victimes de leur ancien statut d'esclave. En fait, quand on dit ça, ça veut dire qu'ils n'ont aucun droit et que, en fait, ils sont à peine mieux traités que lorsqu'ils étaient esclaves. Face à la diminution de la main-d'œuvre servile, la main-d'œuvre d'esclaves, les planteurs, ce sont les patrons là-bas dans les colonies, font appel à une main-d'œuvre immigrée. Les territoires africains, asiatiques et pacifiques, nouvellement conquis, jouissent de statuts différents qui favorisent l'engagisme. C'est un recrutement pratiqué de 1850 à 1930, visant à remplacer des esclaves affranchis par des travailleurs sous contrat. Enfin, des contrats pas très très respectueux des droits des travailleurs. Et le travail forcé, à partir des années 1880. Peu de différence entre avant et après 1848. Aux anciens maîtres se substituent des patrons peu respectueux des conditions de travail et de vie des nouveaux hommes libres qui gagnent peu dans les plantations, les mines ou les rizières. Donc je te rappelle le travail qu'on a fait en classe où on a vu que pour la construction, c'est Albert Londres qui raconte ça, pour la construction d'une voie de chemin de fer en Afrique, on a engagé 9000 personnes qu'on a fait travailler avec très peu d'outils en fait. Et à la fin au bout d'un certain temps, il reste 1700 personnes, 1700 hommes qui avaient survécu aux conditions affreuses. Alors, ouvriers et salariés, des luttes pour les droits. S'organiser pour lutter. Des inégalités naissent des revendications sociales incarnées dans plusieurs mouvements populaires qui marquent les années 1830-1945. Réunis en syndicats menant des grèves, les ouvriers obtiennent de plus en plus de droits sociaux. Bénéficiant d'une instruction publique à partir de 1880, ce sont les lois scolaires, ils sortent d'un certain isolement moral et culturel. Lié à la misère et aux inégalités, la question sociale trouve écho dans des mouvements politiques. Aux partis libéraux bourgeois répondent les partis socialistes prolétaires. Membres de partis politiques, les ouvriers accèdent progressivement aux responsabilités civiques. Et je vous ai raconté l'histoire de cet ouvrier à Carmaux qui est devenu maire. Et le patron des mines de Carmaux a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues. Et il a été défendu par Jean Jaurès. Donc en fait, ça leur plaisait pas trop aux patrons que les ouvriers ne se laissent plus faire et qu'ils ne puissent pas les exploiter. Par exemple, à partir de 1841, par exemple, on ne peut plus faire travailler les enfants de moins de 8 ans. Peu à peu, on conquiert les droits de grève, le droit de se syndiquer, etc. Donc, petit à petit, les ouvriers s'organisent quand même, parce qu'au début, c'était finalement des proies assez faciles.
s'organiser pour lutter. Des inégalités naissent des revendications sociales incarnées dans plusieurs mouvements populaires qui marquent les années 1830-1845. Réunis en syndicats, menant des grèves, les ouvriers obtiennent de plus en plus de droits sociaux. Bénéficiant d'une instruction publique à partir de 1880, les fameuses lois scolaires, Jules Ferry, ils sortent d'un certain isolement moral et culturel. Ben oui, ils savent lire, ils savent écrire, donc ils vont se défendre. Liée à la misère et aux inégalités, la question sociale trouve écho dans des mouvements politiques. Aux partis libéraux bourgeois répondent les partis socialistes prolétaires, membres de partis politiques. Les ouvriers accèdent progressivement aux responsabilités civiques. Donc on a par exemple l'histoire de Carmont, avec l'ouvrier qui avait été élu maire et l'ancien maire qui était aussi le patron des mines n'avait de cesse que de mettre des bâtons dans les roues de cet ouvrier au sein de son donc il y a eu, suite à ça, il y a eu une grève qui a été soutenue par Jean Jaurès. Jean Jaurès, socialiste. Donc voilà, ça c'est un exemple. Alors ensuite, ces lois ont permis aux ouvriers, par exemple, d'obtenir une journée de congé, d'obtenir le droit de grève, le droit de se syndiquer, le droit de manifester. Néanmoins, il leur fallait bien du courage parce que à cette époque-là, il n'était pas rare que si vous manifestiez ou si vous, si vous manifestiez, on vous envoie la troupe, on vous tire dessus. Voilà.
Les droits dans les colonies. Dans les colonies, des mouvements réclament l'application des droits de l'homme dès 1920. Après 1880, le Code de l'indigénat crée une classe de sous-citoyens ne bénéficiant pas des mêmes droits que leurs concitoyens métropolitains. En 1872, quelques parlementaires tentent de faire appliquer aux ouvriers antillais les lois en vigueur en métropole. Suite aux nombreux mouvements sociaux, il est décidé en 1944 la suppression du travail forcé, la reconnaissance du droit syndical et la création d'une véritable inspection du travail. En 1946, la départementalisation attribue aux territoires antillais les mêmes droits qu'en métropole. Enfin. Femmes au travail. Hommes et femmes se partagent le travail. L'arrivée des femmes dans les usines et au sein des syndicats est plutôt mal vue par les hommes. Ils pensent qu'elles vont leur prendre leur travail. Voilà. Présentes au travail depuis toujours, donc comme à la campagne par exemple, souvent victimes de représentation, d'une division sexuée du travail, les femmes obtiennent une certaine reconnaissance de la part de la société au cours de la Première Guerre mondiale. Effectivement, à cette époque-là, les femmes remplacent les hommes partis à la guerre, elles les remplacent dans les usines et elles les remplacent à la campagne. Loin d'être une main-d'œuvre d'appoint, elles occupent une place à part entière dans l'activité domestique, employées dans le commerce et les services, et aussi ouvrières. La féminisation des emplois de bureau favorise leur émancipation. Lutte pour l'égalité. Plusieurs figures féminines et associations s'élèvent contre la société masculine qui les gouverne dès le premier quart du XIXe siècle. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on peut signaler par exemple Hubertine Auclair, une Montluçonnaise qui avait de Saint-Priest-en-Murat, donc qui, son héritage en poche, est partie à Paris, et lorsqu'on a voulu lui faire payer des impôts, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu parce qu'elle a dit « je ne vois pas pourquoi je donnerai de l'argent à ces hommes politiques qui vont dépenser mon argent sans que moi j'ai le droit de les choisir. Donc je ne peux pas choisir comment on va dépenser mon argent. Donc je ne paie pas d'impôts tant qu'on ne me donne pas le droit de vote. » Donc elle revendique les mêmes droits que les hommes mais se heurte au monde politique masculin. Sous l'impulsion de Louise Weiss, le combat finit par aboutir en 1944 à l'obtention du droit de vote. En fait, Louise Weiss a mené une campagne entre les deux guerres. La Seconde Guerre mondiale est arrivée, les femmes ont été résistantes, si bien que De Gaulle leur a octroyé le droit de vote. Il y avait eu Louise Weiss avant, mais il y a eu aussi la Seconde Guerre mondiale.